Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rambobinette, le podcast qui donne la parole à nos aînés. Dans l'épisode du jour, vous rencontrerez Henri. Du haut de ses 97 ans, il a des souvenirs d'une extrême précision. Ce premier épisode que je lui consacre se concentre sur son enfance et l'impact de la guerre sur lui et sa famille en tant que juif dans un pays occupé par les nazis. Les persécutions dont Henri et sa famille sont victimes le révoltent et le poussent à entrer dans la résistance très jeune. Il a même fait partie des précurseurs sans le savoir en participant à la désormais célèbre manifestation du 11 novembre 1940. Bienvenue dans l'histoire de Henri. Bonjour Henri, merci de me recevoir chez vous aujourd'hui. On est à Paris. Oui. On a une belle vue sur le Sacré-Cœur, c'est plutôt sympa. Et je suis là pour entendre un petit peu plus sur votre histoire. Est-ce que vous pouvez nous dire quand et où vous êtes né ? Je suis né à Paris, dans l'appartement de mes parents, parce qu'à l'époque, les enfants naissaient pas dans les hôpitaux, mais dans les appartements. Je suis né tout près de la Bastille, boulevard Beaumarchais pour être précis, et j'ai vécu toute mon enfance dans le quartier du Marais. Voilà. D'accord. Et c'était en quelle année ? En 1925, je suis né en 1925. D'accord. Voilà. Et donc vous avez grandi, vous êtes né en 1925 à Paris, vous avez grandi là-bas. Et comment c'était votre enfance dans ces années-là ? Que vous dire, c'était l'enfance d'un enfant d'une famille de petite bourgeoisie. Ma mère était exceptionnellement très cultivée, ça a été très important. Elle avait le brevet supérieur. Vous êtes trop jeune pour savoir ce que c'est, mais le brevet supérieur, c'était à peu près l'équivalent du baccalauréat dans la filière de l'école primaire qui existait à l'époque. Et elle a fait ces études-là. Elle avait pour ambition d'être institutrice à l'époque. Et elle ne l'a pas été parce qu'il y a eu une opposition de sa famille. Alors, je peux vous parler peut-être une minute de la famille. Oui. La famille de mes parents, c'est-à-dire de mon père comme de ma mère, sont des familles d'origine juive, alsacienne et lorraine. Il y a les deux. Dans les familles bourgeoises, on n'acceptait pas que les femmes travaillent. À l'époque, c'était très mal vu. Il y a eu une opposition très forte de la famille de ma mère pour qu'elle ne donne pas suite à son diplôme, parce qu'elle était diplômée pour être institutrice. Et donc elle est devenue mère de famille, elle a eu 4 enfants, et j'étais l'aîné. Voilà. Et donc elle vous a élevé dans Paris, vous alliez à l'école là-bas ? On a été élevé dans Paris, j'allais à l'école communale rue de Turenne, et puis je n'ai pas été très longtemps parce que j'ai fini mes classes primaires au lycée, parce qu'à l'époque il y avait ce qu'on appelait des septièmes, des huitièmes au lycée qui correspondaient aux classes moyennes des écoles communales. Mais on mettait, là aussi c'est un des caractéristiques sociales de l'époque, on essayait de mettre les enfants au lycée très jeunes, pour qu'ils aient des droits à ensuite rentrer en 6e. C'est ce qui s'était arrivé, donc je suis rentré en 7e au lycée Charlemagne. Le lycée Charlemagne, c'était un lycée du quartier du Marais qui se trouvait du côté de la Bastille, de la rue Saint-Antoine. Mon horizon de l'époque, c'était la place des Vosges, que vous connaissez. Oui. C'était le bois Beaumarchais, la place des Vosges, la rue Saint-Antoine, le quartier du Marais. Voilà. J'ai vécu, je suis né dans ce quartier historique. Et comment on jouait à l'époque avec ses camarades ? À quoi les enfants étaient occupés en fait ? Je pense qu'on jouait pas très différemment de la manière dont jouaient les enfants actuellement, peut-être assez différemment. On n'avait pas beaucoup de jouets. Encore que moi j'en ai eu beaucoup parce qu'il se trouve que mon père avait comme
métier d'être un agent de fabrique, c'est-à-dire de représenter des fabriques de jouets. Donc, il avait des modèles qu'il présentait à sa clientèle, et à la fin de l'année, ces entreprises renouvelaient les modèles. Moi, j'en héritais. Donc, contrairement à tous les enfants, j'ai eu beaucoup de jouets. Voilà. Vous étiez le meilleur copain à avoir, alors. Oui. Et vous avez fait quoi comme type d'études, alors? Comme étude, j'ai fait le parcours habituel de l'époque, c'est-à-dire j'étais jusqu'au bac, j'ai passé mon bac. Oui. Déjà dans des circonstances un peu particulières, parce que j'étais, comme ma mère avait des capacités d'institutrice refoulées, elle me mettait très en avance. Et il se trouve que j'ai passé mon premier bac à 15 ans et mon deuxième bac à 16 ans. Et donc à 15 ans, si vous calculez bien, c'était l'année de la guerre. C'était en 40 alors? C'était en 40, je finis en 25. L'année de la guerre, nous ne sommes pas restés à Paris. Parce qu'il y avait aussi une légende qui courait que les Allemands allaient bombarder Paris. Et il s'est constitué des lycées dans différentes villes de vacances. Et en particulier un lycée dans la ville de Cailleux-sur-Mer, qui se trouvait dans la Somme, près d'Abbeville, où ce lycée a été organisé, où j'ai fait mes études l'année 39-40, c'est-à-dire d'octobre 39 jusqu'à juin 40. Et les Allemands ont envahi la France en juin 40. Et ils sont arrivés jusqu'à la Somme, on est parti et on s'est réfugié à Saint-Brévin, près de Saint-Nazaire, dans la Loire. C'est à Saint-Brévin, parce que c'est une curiosité, c'était la guerre, on était pourchassés, il y avait la débâcle, j'ai quand même passé mon bac. Donc j'ai passé la première partie de mon bac en juin 40, et je l'ai passé à Saint-Nazaire. Et puis nous sommes revenus à Paris. Et puis à Paris, un élément qui est quand même très important dans notre histoire, nous avons découvert la décision des autorités pétainistes qui s'étaient mis en place, et nous avons découvert l'antisémitisme et les mesures prises contre les Juifs dès 40 dans toute la France et en particulier à Paris. Donc ça a effectivement pesé énorme. C'était inconcevable. Nous étions juifs, mais pas pratiquants du tout. Là, dans ma famille, nous sommes tous restés très peu pratiquants, même pas du tout. Nous étions témoins de cette horreur qui a été l'exclusion de gens en raison de leur religion, qui ont mis les juifs à l'égard de la vie nationale, puis ensuite qui ont été l'objet de persécutions que vous connaissez aussi bien que moi. La première année de l'occupation allemande et de la défaite, j'étais en Mathélem, si vous calculez bien, puisque j'ai passé mon bac de première, et j'ai donc passé mon deuxième bac en juin 41 à Paris. Et premier fait qui a touché la famille, en décembre 41, et donc assez proche après la défaite, les Allemands ont décidé d'arrêter des personnalités importantes juives. Ça a été l'arrestation des notables. Mon oncle donc exerçait ses fonctions dans cette société de biens immobiliers, et en fait, il n'était pas patron du tout dans il représentait les patrons qui, eux, compte tenu des risques, étaient déjà partis. Et les Allemands sont venus arrêter l'un des patrons, qui n'ont pas trouvé. Ils ont trouvé mon oncle, qui était un fondé de pouvoir. Comme le nom qui figurait sur le lit, s'ils ne l'avaient pas, ils ont arrêté mon oncle. Et mon oncle a été, dans les mois qui suivent, parce que ça a été très vite, a été envoyé à Auschwitz, a fait partie du premier convoi de juifs qui ont été envoyés à Auschwitz. Il n'est pas revenu. Voilà.
Donc ça, c'était en décembre 1941. Et a commencé les arrestations de juifs, pas beaucoup des Français, pas beaucoup les arrestations de juifs dans le premier semestre de 1942. Et c'est à la fin du premier semestre, c'est-à-dire en juillet 1942, qu'a eu lieu cette fameuse arrestation de 20 000 ou 25 000 juifs, généralement, parce qu'ils n'étaient pas tous, généralement étrangers. Alors, ceci nous a déterminé, la famille, à partir, à quitter Paris. Et en plus, compte tenu de notre nom, on ne pouvait pas savoir qu'on était juif si on n'avait pas d'informations particulières sur nous. Donc on s'est installé à Grenoble, en prétendant que mon père était plus ou moins fonctionnaire et qu'il était affecté à Grenoble, avec notre nom, Becker. On était d'origine alsacienne, c'est un nom extrêmement courant, comme vous le savez aussi, oui, assez oui. banal. En Alsace, oui, c'est courant. Donc, on ne courait pas de risque par leur nom, comme pouvait courir le risque des Lévy, des Kahn, ou des... Ma mère s'appelait en fait, mais son nom n'apparaissait nulle part, s'appelait Dreyfus. Donc ça, c'était un nom assez risqué. Mais enfin, elle s'appelait Madame Becker. Voilà. Alors, je suis obligé de revenir en arrière, puisque la manifestation du 11 novembre 1940, j'étais rentré en Matélème. Comme tout le monde, il y a des tracts qui ont été distribués qui nous disaient qu'il faut protester contre l'occupation allemande, rendez-vous sur les Champs-Élysées et du côté de l'Étoile, le 11 novembre 1940. Moi, j'étais déjà, malgré mon âge, malgré mes 15 ans, j'étais déjà extrêmement politisé. Politisé par le fait que j'étais au courant, comme tout le monde, des mesures immédiatement prises par le gouvernement Pétain contre les Juifs. Donc, j'étais, par construction, si je puis dire, un ennemi du régime, et un soutien de l'action contre les Allemands. Donc, on connaissait déjà De Gaulle, de nom, j'avais entendu parler de lui, et je suivais avec attention tous les mouvements qui étaient hostiles aux Allemands, qui commençaient à se constituer dans les universités et dans les lycées. Ayant lu ces tracts, j'ai pris le métro et je suis descendu aux Champs-Élysées. On était inorganisé totalement à l'époque. J'étais organisé, et puis j'étais avec d'autres, on a crié contre les Allemands, etc. pendant un certain temps, et puis à un moment donné, il y a des soldats allemands qui sont arrivés pour nous disperser. On a couru, comme on peut courir dans les manifestations, surtout à l'époque, je courais bien, j'avais 4 ans. Et donc, je suis resté là une demi-heure, 3 quarts d'heure, et puis 1 heure après, j'ai repris le métro. Bon, je n'ai pas été du tout inquiété, sauf que j'avais fait ce que je voulais faire, c'est-à-dire j'avais manifesté contre les Allemands et contre la présence allemande. Voilà. Et à ce moment-là, comment vous vous êtes senti ? Comment vous vous êtes senti ? Est-ce que vous saviez que c'était un gros risque ? Non. Non. Non, on ne mesurait pas encore. Vous savez, c'est le 11 novembre 1940, si vous calculez bien, c'était 3 ou 4 mois après le commencement de l'occupation allemande, puisque l'attaque allemande a eu lieu en juin 1940. Donc, nous avions vécu sur l'occupation juin, juillet, août, septembre. Donc, c'était 4 mois après on était précoce. 4 mois après le début de l'occupation allemande, on a commencé à manifester. C'est donc
un certain titre maintenant remarquable d'avoir participé à cette manifestation, mais c'était pas une organisation d'une grande structure. Il y a eu donc des distributions de tracts assez massives dans les lycées, dans les universités, moins dans les lycées. Mais il se trouve que j'ai été mis au courant, je ne sais plus comment, et j'ai reçu des tracts, j'ai eu des tracts, j'étais à la manif. Point. Je connaissais personne dans ma classe, je l'ai fait de mon propre gré. Ouais. Alors après, effectivement, de temps à autre, j'ai témoigné, j'étais même à un moment donné président d'une société qui s'appelait les Anciens du 11 novembre 40. Oui, parce que rétrospectivement, on se dit que c'était très risqué et que c'était une énorme manifestation de montrer qu'on n'était pas d'accord. Mais c'est parce que rétrospectivement, on sait aussi de quoi les Allemands ont été capables par la suite et de tout ce qui s'est passé. Mais à ce moment-là, vous ne savez pas, ils viennent d'arriver. Le 11 novembre 40, c'était, comme je vous l'ai dit, c'était 4 mois après le début de l'occupation. On n'imaginait pas ce qui allait se passer. On savait on savait déjà que des mesures antisémites, les mesures antisémites par le gouvernement Pétain ont été prises très très rapidement. Ils ont exclu les gens de leur travail dans les fonctions publiques, dans les universités, tout ça, on commençait à le savoir. Mais enfin, ça n'avait pas encore pris beaucoup d'ampleur. Mais est-ce que vous l'auriez refait en 43, par exemple? Comment? Est-ce que vous auriez refait cette manifestation en 41, 42, 43? On l'a plus fait, mais c'était très dangereux. Après, c'est devenu très dangereux, parce que là, les Allemands aussi n'étaient pas encore complètement organisés. Mais si ça s'était passé 2 ans après, ils auraient tiré tout de suite. Là, non. Et donc après, vous m'avez dit que votre famille est partie s'installer à Grenoble. Donc alors, je vous racontais, j'ai donc fini ma matélène, je suis rentré en prépa, ce qu'on appelait en taupe à l'époque. La mathématiques spéciales, c'était une taupe. Les élèves de mathématiques spéciales, c'était des taupins. Et c'est plus utilisé maintenant. On ne parle plus de taupe et de taupins. On parle encore un peu de cagneux. Oui. Cagne, c'était pour les lettres, taupe, c'était pour les sciences. Donc, je suis rentré dans une mathématique spéciale, puisque c'était le terme de l'époque, en octobre 41, oui, 41, toujours dans le lycée Charlemagne. Jusqu'au décembre 41, avec votre oncle, je parlais de l'arrestation de mon oncle, et à partir de ce moment-là, il circulait dans les milieux juifs l'idée qu'ils arrêtaient les hommes. C'était pas vrai, non, c'était pas exact. Mais vous savez, dans des périodes comme celle-là, il se raconte beaucoup d'histoires. Comme ils arrêtaient les hommes, soi-disant, mon père a loué un studio au dehors de la maison, a pris un faux nom et ne rentrait plus le soir à la maison. J'avais été mis interne au lycée Louis le Grand. Donc à Paris de nouveau. Oui, le lycée boulevard Saint-Michel. Ouais. J'ai été mis interne au lycée Louis le Grand et j'ai continué à suivre les cours de taupe. Et comment vous vous êtes senti à cette époque-là? En danger? Pas du tout? Énervé? Comment on peut se sentir? On savait qu'il y avait un danger général, mais on ne se sentait pas en danger personnel, surtout à mon âge. Je trouvais ça bizarre. Pour moi, c'était extraordinairement bizarre qu'à 15 ans,
on découvre que j'étais juif, alors je ne pratiquais absolument pas, donc je n'avais pas de rapport particulier, même dans la vie courante avec des juifs. J'en connaissais évidemment, dont on disait qu'ils étaient juifs comme on le disait noirs, mais c'était pas un élément très important de ma vie, hein, de savoir que j'étais d'origine juive. Bon, on savait que c'était une religion particulière, très ancienne, etc. Puis c'est tout. Hein. Et est-ce que par la suite, vous avez participé à d'autres manifestations Oh, ou d'autres actions de ce type? Ah oui, j'ai eu une activité assez importante dans la résistance, donc j'ai manifesté des tas de trucs, mais certainement pas des manifestations de ce genre-là. Parce qu'à l'époque, il y a eu des manifestations de temps à autre, surtout dans la zone non occupée par les Allemands, parce que c'était moins risqué, Oui. mais pratiquement la manifestation publique de jeunes qui descendent dans la rue, ou de jeunes ou moins jeunes, pour crier, c'était pas ça la résistance, c'était tout à fait autre chose. La résistance, c'était l'organisation du combat contre les Allemands et des actions armées de types divers. Alors ça, on a fait beaucoup, mais plus tard, parce qu'il y a eu après, il ne faut quand même pas confondre, si j'étais un peu parmi les précurseurs, là c'est parce que j'étais juif. C'est pour les juifs, ceux qui étaient intelligents, qui étaient ouverts, la politique antisémite de l'Allemagne était une chose scandaleuse, horrible, incompréhensible, d'être recherché sous prétexte que vous étiez juif alors que vous étiez exactement comme tous les autres. C'était inconcevable. Et c'était inconcevable pour les juifs. Pour les autres, c'était embêtant pour eux. Mais enfin, c'était pas leur problème majeur, si vous voulez. Donc, la résistance, mais les juifs ont été en grand nombre, en majorité souvent, dans la résistance, parce qu'ils avaient une raison très particulière d'être contre les Allemands. D'être contre les Allemands parce que les Allemands occupent le pays, c'est embêtant, mais c'est quand même beaucoup plus embêtant quand vous savez qu'en même temps qu'ils occupent, ils vous arrêtent et vous envoient dans des camps. Même si on ne savait pas du tout, à l'époque, que ces camps étaient des camps de la mort. Parce que jusqu'à la libération, jusqu'à ce que tout ça se révèle, on savait que les gens étaient arrêtés, on croyait qu'on les mettait dans des camps. De travail? De travail, oui. On ne savait pas que c'était des camps de massacre. On savait pas que c'était ce que ça a été. L'horreur que ça a été, effroyable que ça a été. Je pense que personne ne pouvait imaginer ça. C'était inimaginable. J'avais donc, en tant que juif, pour cette raison-là, des raisons très particulières de participer à la résistance, c'est-à-dire à une organisation dont l'objectif était de contribuer, avec les moyens qu'on avait, à la lutte contre l'occupation, contre la guerre, voilà. Alors donc j'ai fait partie de la résistance, après. Après, d'accord. Oui. Et comment vous y êtes rentré? On y rentrait de 36 façons différentes. Ouais. Il n'y avait pas de bureau d'inscription. Bah, c'est ça. Tout était secret. Voilà. On n'en parlait jamais. On pouvait vivre tranquillement et faire de la résistance, ce qui a été mon cas pendant un certain moment. Donc, nous sommes partis à Grenoble. Vous avez suivi à peu près Oui, j'ai suivi ça. trajectoire. Nous sommes partis à Grenoble et nous sommes partis, vous le notez bien, en août 1942. La manifestation du Veldiv ayant eu lieu en juillet 1942. Alors, nous sommes partis en 1942 pour aller dans ce qu'on appelait la zone libre.
savez probablement ce que c'est que la zone libre. Ouais. C'était une zone que n'occupaient pas les Allemands. Donc, où le gouvernement de Vichy pratiquait aussi des mesures antisémites, mais enfin, ne pratiquait pas les arrestations massives des Allemands. Pas du tout. C'était beaucoup plus tranquille. Donc, nous sommes partis en août 1942 et nous avons abouti à Grenoble. Mais pour aller à Grenoble, ce n'était pas commode. Il fallait traverser la zone libre, mais pas en passant avec un passeport. Il fallait la passer, il fallait aller en zone libre clandestinement. C'était extrêmement dangereux parce qu'énormément de juifs se sont fait arrêter à ce moment-là, ont été déportés, sont jamais revenus. Ils se sont fait arrêter en passant la ligne, ce qu'on appelait la ligne de démarcation, c'est-à-dire la ligne entre la zone occupée, ce qu'on appelait la zone occupée, et la zone libre. Et nous avons passé, mon père à l'époque, j'étais bien gamin, mon père, ma mère, les 4 enfants, on était 6, nous avons passé la ligne de démarcation du côté de l'Allier. Donc, nous sommes arrivés, nous avons pris le train, le père, la mère, les 4 enfants, nous sommes arrivés dans ce bled. Il y avait ce qu'on appelait des passeurs. Les passeurs, c'était des gens qui arrivaient à vous faire passer la ligne de démarcation à l'insu des Allemands, mais très souvent, moyennant finance. Il fallait payer pour pris en compte par un passeur. Là, je dois dire que je ne sais toujours pas si mon père a payé le passeur, mais il y avait un passeur qui s'occupait de nous. Ça, je ne l'ai jamais su. Et donc, nous sommes arrivés dans ce bled. Le long de l'Allier, nous sommes mis en maillot de bain, parce qu'on était sur un endroit de l'Allier où il y avait un bain. Et en fait, l'Allier, c'était en plein été, donc c'était un niveau très bas. Et en fait, c'était pas nécessaire de nager pour aller sur l'autre rive. C'était à la vue d'ailleurs d'un pont dans lequel il y avait les Allemands qui contrôlaient le passage sur l'Allier. Là, il y a une petite. Donc nous sommes passés, moi, chacun avait son rôle. Moi, je portais des paquets parce qu'on s'était mis en maillot de bain, il fallait que tout ce qu'on voulait passer, on le passe. Donc je passais des paquets. Je crois que mon frère portait ma petite soeur. Enfin bref, à un moment, un signal donné, on s'est tous jetés à l'eau en feignant de prendre un bain et on est passé sur l'autre rive. Sur l'autre rive, c'était la zone libre et les Allemands n'y avaient pas accès. À l'époque. À l'époque. Donc nous sommes arrivés, c'était en juillet, nous sommes arrivés en zone libre, en juillet, du côté de l'Allier, et nous sommes réfugiés dans une petite ville du centre de la France, mais on était déjà, l'ambiance était, même si c'était quand même gouverné par le gouvernement Pétain, l'ambiance était infiniment plus sûre. On arrivait à nouveau dans un pays où on pouvait respirer, d'autant plus qu'à partir de ce moment-là, on arrivait dans des pays où on n'était pas connus, on s'appelait Becker, on ne racontait pas qu'on était juif, et on était comme tout le monde. C'était marqué nulle part. Comment ? C'était marqué nulle part que vous étiez juif. Vous n'aviez pas. Et certainement pas sur notre figure. Et vous n'êtes pas, pas allé vous enregistrer. Mes parents étaient nés à Paris, étaient de famille alsacienne-lorraine. Oui. On n'était vraiment pas repérables, sauf par des gens un peu malins qui disaient celui-là, comment ça se fait, etc. Bon, enfin, en gros, la plupart des gens, surtout en zone libre, n'étaient pas axés. Donc le risque était énorme en zone occupée, était très faible en zone libre. Là, ça se passait, comme je vous l'ai
dit en août 1942. Et nous sommes installés à Grenoble. Je ne sais pas pourquoi, mon père avait jugé que cette région était plus sûre, pas loin de la Suisse. Il a loué un appartement. On a d'abord été dans une maison de pension de famille pendant quelques jours, et puis il a loué un appartement à Grenoble où on s'est installé près du lycée. Et en octobre 1942, je suis rentré dans la taupe du lycée Champollion à Grenoble. Et j'ai continué, la première année. Là, j'avais fait mathématiques supérieures la première année. Là, je commençais la première année de mathématiques spéciales. Alors, au début, je préparais surtout les concours, mais je m'intéressais quand même passionnément à la vie politique et surtout à la vie de la guerre. À cette époque-là, que la Russie est entrée en guerre, un peu plus tard les États-Unis, etc. La guerre devenait une guerre mondiale. Mais la vie était assez tranquille, en zone libre. Mon père racontait qu'il était fonctionnaire et qu'il venait d'être affecté en zone libre. Il y avait beaucoup de mouvements à l'époque. La guerre, quand même, avait. Donc, de voir des gens arriver, on ne pouvait pas imaginer que c'était des juifs. Enfin, les gens très malins, ils regardaient le problème de plus près, mais la plupart des gens ils s'en foutaient, ils vivaient leur vie comme d'habitude. Ça n'a pas duré très longtemps. Ça n'a pas duré très longtemps parce que donc je suis rentré en octobre 1942 au lycée Champollion, et en novembre 1942, les Américains ont occupé l'Afrique du Nord. Et les Allemands, devant le risque d'un débarquement américain qui existait déjà, ont décidé de réoccuper la zone libre. Donc, 2 mois ou 3 mois après notre entrée en zone libre, la zone libre est devenue une zone occupée comme le Nord, malheureusement. Avec tout de même moins de risques, parce que là, on avait pris des précautions. À Paris, tout le monde savait qu'on était plus ou moins juifs. À Grenoble, personne ne savait, sauf peut-être des réfugiés comme nous, à qui on le disait. Mais les autres, ils ne savaient pas. Surtout quand on s'appelait Becker. Donc, et quand on s'appelait Lévy, généralement, et qu'on avait passé la ligne de l'évacuation, on se faisait appeler Dupont. Donc, j'ai commencé ma mathématique spéciale à Grenoble, puis j'avais des camarades, on commençait à entendre parler un petit peu de la résistance, mais pas beaucoup. La vie était assez tranquille à cette époque. Voilà, ça c'était 1942. Et en 1943, donc après le début de la guerre en Russie, l'entrée en guerre des États-Unis, l'occupation de l'Afrique du Nord, l'occupation aussi de toute la zone entre l'Afrique du Nord et l'Égypte, de la zone méditerranéenne, la guerre devenait mondiale et les gens ont commencé à imaginer en France de s'organiser pour lutter contre les Allemands. Ça a été ce qu'on a appelé la résistance, qui était un mouvement extrêmement diversifié. C'était pas une organisation militaire dans laquelle on s'inscrivait, dans laquelle il y avait des uniformes. C'était pas ça la résistance, c'était tout à fait autre chose. Alors, j'ai commencé à entrer dans la résistance en écrivant des tracts sur une machine, sur une Rodéo, que j'en faisais 50, où je m'inspirais d'autres journaux que j'avais trouvés, ou des informations. J'appelais les gens à résister, etc. Et le premier acte de résistance, ça a été des lancers de tracts. On arrivait en vélo dans un marché, ou au lycée Champollion d'ailleurs, ou ailleurs, enfin, là où il y avait des réunions de gens, et on lançait un paquet de 50 tracts. Et on filait à toute vitesse en vélo, et les gens ramassaient les tracts, où on appelait les gens à refuser toutes les mesures du gouvernement de Vichy, ou des Allemands, Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Et puis, j'ai fini par connaître
lycée, soit par des copains que j'avais, d'autres qui étaient dans la résistance, et je suis Alors, une de nos entrées dans la résistance a été que mon père, qui ne faisait rien à l'époque, puisqu'il s'était réfugié avec nous à Grenoble, il allait souvent aux séances des jugements, dans les tribunaux. Alors, il a été dans un tribunal où il y avait un jeune qui était dans une école d'ingénieurs de Grenoble, qui s'appelait Georges Guérin d'ailleurs, qui avait organisé une manifestation dans son école. C'était à l'Institut de Grenoble, où il y avait une réunion où la direction avait accroché des portraits de Pétain. Alors ils se sont démerdés pour remplacer les portraits de Pétain par un système d'abattement par des portraits de Gaulle, au moment d'une réunion d'officiels de l'administration qui étaient plus ou moins pétainistes. Mais il s'est fait passer, et il était jugé là. Et à la fin, il a fait un peu de prison, mais il était libre après le jugement parce qu'il avait fait sa prison. Et mon père était là, lui a parlé, il ne savait pas où aller, et il l'a recueilli. Et ce jeune qui avait 2 ou 3 ans de plus que moi, je devais avoir 16 ou 17 ans, et est rentré à la maison. Il est resté à la maison pendant 2 ans. Mais lui connaissait bien les milieux de la résistance. Donc il nous a fait rentrer dans les milieux de la résistance. J'y suis rentré avec lui. Et je suis devenu essentiellement à l'époque agent de liaison d'un des dirigeants de la résistance à Grenoble. Et essentiellement, mon travail était de porter d'aller chercher des plis de Grenoble à Lyon, car Lyon était le centre de direction de la résistance, donc Grenoble c'est donc je suis rentré dans les milieux de la résistance où je commençais à connaître des gens, en plus de mon ami Georges Guérin et de plusieurs autres. Voilà. Je suis rentré comme ça dans la résistance. Alors au début, c'était surtout un travail de liaison, mais enfin, avec le temps, c'est devenu un peu plus compliqué et un peu plus actif. Voilà. D'accord. Et c'était quoi après alors ? Après, c'est très difficile à décrire parce que c'était extrêmement varié. Oui. C'était des choses très différentes. Par exemple, une de mes fonctions, c'est très difficile à raconter. Il y avait à Grenoble un centre de recrutement pour une ligue fasciste qui recrutait pour les Allemands des soldats pour se battre en Russie. J'étais chargé de faire sauter cette installation. C'était un magasin, j'étais chargé de le faire sauter. C'est pas un travail très compliqué. J'y allais à un moment donné où le rideau de fer du magasin était baissé. J'étais outillé j'y allais avec un copain, on y allait à 2. J'écartais le rideau de fer, je glissais 2 ou 3 pains d'explosifs à l'intérieur, je mettais un détonateur, je mettais un câble d'une certaine longueur. Il brûle progressivement jusqu'à aller au détonateur, mais il fallait lui donner une certaine longueur pour qu'on ait le temps de se tailler. On faisait sauter, mais il ne fallait pas se faire sauter en même temps. On allumait le câble et on courait et on criait. S'il y avait des gens dans la rue, on criait parce que les gens étaient habitués. Ça arrivait assez fréquemment. On lui disait ça va sauter et les gens partaient, ils comprenaient vite, ils partaient très vite. Donc on l'allumait et puis on s'en allait. Bon voilà, c'était une des actions que j'ai fait sauter. Nous manquions d'armes aussi. On attaquait les gendarmes dans la rue. Quand on trouvait deux gendarmes isolés, on les attaquait. Il faut dire que les gens étaient habitués aussi. Un gendarme qui était attaqué,
il savait qu'il ne fallait surtout pas résister et qui était souvent favorable au poussé à la résistance. Alors quand on l'attaquait, il donnait tout de suite son arme. C'est comme ça qu'on était armé. Il n'y a pas partout des parachutages d'armes alliées, ça c'est venu après. Ensuite, progressivement, donc la résistance s'est organisée et s'est constituée en maquis. Et mon organisation s'est transférée de Grenoble dans le Vercors, dans un petit village qui s'appelait Autran d'ailleurs, où nous avons constitué un corps fort qui était chargé de mission par la direction du maquis du Vercors. Enfin, évidemment, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais enfin, il faut que je résume. Oui, bien sûr, mais c'est hyper intéressant. À ce moment-là, vous êtes conscient des risques. C'est plus comme la première manifestation, donc c'est pas la même chose pour vous aussi. Ça commence à devenir un peu risqué, effectivement. Enfin, mais vous savez, on ne mesure pas toujours le risque qu'on court. Donc, j'ai participé à cette résistance. Je faisais des missions de liaison surtout. On ne s'est pas beaucoup battu. Il n'y a pas eu des batailles organisées dans lesquelles auraient participé des dizaines de milliers de Français dans la résistance. C'était tout à fait autre chose, la résistance. Donc je participais à ce corps franc qui s'était installé dans un petit village tout près de l'état-major du Vercors. Et naturellement, j'avais abandonné mes études. Je ne couchais plus à la maison. J'avais un petit studio, même pas un studio, une chambre de bonne, à moi dans Grenoble. J'étais pratiquement un permanent de la résistance. Mais c'était pas, du point de vue travail, c'était pas un travail clan. J'étais pas 24 heures sur 24 à faire des actions de résistance. C'était tout simplement impossible. Donc je faisais ce qu'on me demandait, c'est-à-dire des liaisons. Puis on ne me demandait pas j'étais pas un spécialiste des corps francs et de l'usage des armes. Non. J'avais, si vous calculez bien, en 1943, j'avais 18 ans. Voilà. Est-ce que vous avez été inquiété à un moment ? Est-ce que des camarades ont été arrêtés ? Est-ce que vous-même, vous avez été suspecté ? Ah bah oui, bien sûr. J'ai d'abord été suspecté parce que parmi les actions auxquelles je participais, il m'arrivait d'être chargé de récupérer des tickets d'alimentation dans les mairies. Il y avait un problème important pour les maquis, pour la résistance, c'était de récupérer des tickets pour pouvoir acheter des réserves d'alimentation pour les gens qui faisaient partie des organisations militaires. Donc là, mon organisation, les corps francs, était entre autres chargée de ces problèmes de récolter des tickets d'alimentation. C'est très important. Alors voilà comment ça se passait. On nous habillait en flics. J'avais une forme de flic. Et à 4 ou 5, armés, on se présentait à une mairie. Quand on disait qu'on était de la résistance, généralement, les gens nous accueillaient très favorablement. Et on leur demandait de nous amener à l'endroit où étaient stockés les tickets. Et on prenait tous les tickets d'alimentation qu'il y avait dans la mairie, qui permettaient ensuite d'acheter des vivres pour le campement. Pour le maquis. Et on faisait des choses quand même très bien. On nous donnait même des cartes d'identité de flics, avec notre photo. Ah oui, quand même, c'est bien fait. C'était bien organisé ce truc-là. Après, dans un coin un peu à part, après l'opération finie, on rendait les habits de flics, parce que ça servait à plusieurs à la fois. En rendant mon habit de flic, j'ai fait tomber ma carte par terre, ma carte d'identité de flic. On s'en est pas aperçu, et un honnête citoyen de Grenoble a trouvé la carte de flic et l'a rapportée aux autorités en disant on avait trouvé ça par terre. Ils ont eu ma photo. Tous les flics de Grenoble avaient ma photo. J'étais recherché partout. J'ai su après la libération, j'ai su qu'ils m'avaient repéré, mais c'était des flics résistants. Je n'ai jamais tué personne. J'ai fait sauter pas mal d'immeubles à Grenoble.
J'ai fait beaucoup d'opérations. Par exemple, il y avait une grande biscuiterie à Grenoble. Les biscuits, j'ai fait partie de l'opération où on a attaqué la biscuiterie, on a pris tous les biscuits pour... C'était important. Oui, ça fait sourire maintenant, mais... Oui. Bah, on a pris tous les biscuits pour le maquis. Vers le mois d'août 1944, les Allemands ont attaqué le maquis du Vercors et nous avons été dispersés. Donc on ne pouvait pas redescendre. Le Vercors était complètement encerclé par les Allemands, donc on ne pouvait pas redescendre. Et on s'est réfugié pendant quelques jours dans une forêt qui est beaucoup plus haute que le massif du Vercors lui-même, en attendant que ça se tasse un peu pour pouvoir justement sortir du Vercors sans être pris par les Allemands. J'ai pu sortir et je me suis installé chez un ami près de Grenoble parce que j'étais moi-même dans le Vercors depuis pas mal de temps, je ne savais plus ce qui se passait à Grenoble. Et après l'attaque du Vercors par les Allemands et la dispersion, j'étais comme tous les autres. Je ne savais pas trop exactement quels étaient les risques courus, s'il fallait faire. Bref, je voulais m'informer de ce qui se passait à Grenoble, que je ne connaissais pas. On n'avait pas de télé, de radio, de tout ça à l'époque. Il faut comprendre la période. Et je me suis arrêté chez un ami qui était un potier, qui avait un atelier de poterie près de Grenoble et qui était un résistant que je connaissais, qui était un ami, pour savoir un peu ce qui se passait à Grenoble. Et manque de peau. Pendant que j'étais chez ce potier, les Allemands sont arrivés pour l'arrêter, lui, pas moi. C'était un des risques qu'on courait quand on fréquentait un autre résistant, qu'il se fasse piquer par les Allemands, ou pour les Waffen-SS. Donc là, ça m'est arrivé. Et j'ai donc été arrêté par la Gestapo. C'est ici que s'arrête cette première partie. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour connaître la suite et répondre à cette grande question. Comment Henri va-t-il survivre à la Gestapo ? À bientôt, et n'oubliez pas, si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à le faire savoir en lui donnant une bonne note sur vos plateformes d'écoute ou en le partageant autour de vous. C'est grâce à votre soutien que le podcast continue. Alors, un grand merci à vous et à la prochaine pour une nouvelle rembobinette.